Faites une pause un instant et réfléchissez avec moi. Avez-vous déjà remarqué que plus vous courez après quelque chose, l'amour, la reconnaissance, les opportunités, plus cela semble vous échapper? C'est comme s'il existait une force invisible qui repoussait exactement ce que vous désirez le plus loin de vous. Et si je vous disais que le problème ne réside pas dans ce que vous voulez, mais dans l'énergie silencieuse que vous émettez chaque jour, sans même vous en rendre compte? Il existe une vérité profonde sur l'esprit humain que peu de personnes comprennent. Une vérité étudiée pendant des décennies par la psychologie et qui peut expliquer pourquoi certaines personnes semblent attirer naturellement ce qu'elles désirent, tandis que d'autres restent prisonnières du même cycle de frustration. Aujourd'hui, vous allez découvrir quelque chose qui peut transformer complètement la manière dont vous vous reliez à l'amour, aux autres et même à la vie elle-même. Mais pour comprendre cela, vous devez d'abord saisir un principe simple et en même temps puissant. Il existe un type de quête qui naît du désir sincère de vivre, de grandir, d'expérimenter le monde. Mais il existe aussi un autre type de quête, une quête silencieuse, presque imperceptible, qui naît du manque. Et tout ce qui naît du manque porte en lui un signal invisible, une sorte de fréquence émotionnelle que le monde autour de vous peut percevoir, même si vous ne dites absolument rien. Peut-être avez-vous déjà ressenti cela à un moment de votre vie. Plus vous souhaitiez recevoir un message de quelqu'un d'important, moins ce message semblait arriver. Plus vous essayez d'être remarqué, compris ou valorisé, plus apparaissait ce sentiment d'être ignoré. C'est une expérience étrange, presque contradictoire. Elle paraît injuste, parfois même cruelle, mais la vérité était que ce phénomène ne se produit pas parce que vous n'êtes pas digne d'amour, de respect ou d'attention. Il se produit parce qu'il existe une différence profonde entre ce que vous pensez et ce que vous émettez intérieurement. Beaucoup de personnes croient que nous attirons les expériences uniquement avec des pensées positives ou avec ce que nous nous disons à nous-mêmes. Mais la réalité psychologique est bien plus complexe que cela. Nous n'attirons pas seulement avec des mots ou des idées. Nous attirons avec la fréquence émotionnelle que nous portons en nous. Même lorsque vous souriez, même lorsque vous essayez de paraître calme, même lorsque vous vous dites que tout va bien, votre champ émotionnel continue d'émettre des signaux bien plus honnêtes que n'importe quel discours que vous pourriez faire. Et le monde répond à ces signaux. Si à l'intérieur de vous, il existe un sentiment constant de manque, manque d'amour, manque de reconnaissance, manque de sécurité, alors sans vous en rendre compte, vous envoyez au monde un message très clair. Je n'ai pas, j'ai besoin. Je ne suis pas suffisant sans cela. Et la réalité, curieusement, tend à refléter exactement cet état intérieur. Ce n'est pas seulement une idée spirituelle ou philosophique. Cette perception a aussi été profondément étudiée par la psychologie analytique, en particulier dans les travaux de Carl Jung. Pour Jung, la conscience humaine n'est pas composée uniquement de pensées rationnelles. Il existe une dimension profonde à l'intérieur de chaque personne, un champ émotionnel inconscient qui influence silencieusement la manière dont nous nous comportons, dont nous nous relions aux autres et dont nous interprétons le monde. Dans ce champ existe quelque chose que Jung appelait l'ombre. L'ombre n'est pas nécessairement quelque chose de négatif. Elle représente toutes les parties de nous qui ont été ignorées, réprimées ou rejetées au cours de la vie. De vieilles peurs, des insécurités, des blessures émotionnelles qui ont souvent commencé dès l'enfance. Et lorsque ces parties restent inconscientes, elles commencent à influencer notre énergie sans que nous nous en apercevions. Imaginez par exemple quelqu'un qui cherche une relation amoureuse. À la surface, cette personne peut sembler confiante, calme, sûre d'elle. Elle parle naturellement, montre de l'intérêt, paraît émotionnellement équilibrée. Mais au fond d'elle, il existe une peur profonde de rester seule. Il existe un besoin silencieux d'être choisie, d'être validée, de prouver à elle-même qu'elle est suffisante. Même si cette personne ne le dit jamais à voix haute, son corps le ressent, son regard le révèle. L'anxiété apparaît dans les petits détails, dans l'attente d'une réponse rapide, dans l'inquiétude excessive à propos de chaque geste, dans le besoin d'interpréter chaque silence. Et l'autre, même sans le comprendre rationnellement, ressent cette énergie, non pas à travers les mots, mais à travers quelque chose de plus subtil, la tension émotionnelle présente dans le champ invisible entre deux personnes. C'est pour cela que, bien souvent, quelqu'un peut s'éloigner sans raison claire. Non pas parce qu'il n'aime pas l'autre personne, mais parce qu'il perçoit inconsciemment une énergie qui demande à être comblée. Et personne n'aime sentir qu'il doit combler le vide émotionnel de quelqu'un d'autre. Carl Jung disait quelque chose de profondément révélateur. Tant que l'inconscient ne devient pas conscient, il continuera à diriger votre vie, et vous appellerez cela
le destin. Combien de fois les gens croient-ils simplement ne pas avoir de chance en amour? Ou pensent-ils qu'ils rencontrent toujours le même type de partenaire inadapté? Ou encore que le monde ne leur offre tout simplement pas d'opportunité? Mais bien souvent, ce n'est pas le destin qui se répète, c'est la vibration intérieure. Lorsque vous cherchez l'amour à partir de la peur de la solitude, vous ne cherchez pas seulement l'amour, vous cherchez quelqu'un qui confirme que vous n'êtes pas seul. Lorsque vous cherchez le succès uniquement pour prouver votre valeur, vous ne poursuivez pas l'accomplissement. Vous essayez de combler une fissure émotionnelle, et le monde extérieur commence alors à refléter exactement ces blessures intérieures. Des personnes indifférentes apparaissent. Les opportunités semblent vous échapper. Les relations commencent bien, puis se dissolvent sans explication. Non pas parce que l'univers est contre vous, mais parce que la réalité répond à la fréquence que vous émettez. Jung faisait une distinction très claire entre deux parties fondamentales de la psyché humaine, l'ego et l'âme. L'ego est la partie qui veut tout contrôler. Il veut planifier, prévoir, garantir les résultats. L'ego craint de perdre, craint de ne pas être choisi, craint de ne pas être suffisant. L'âme, elle, n'a rien à prouver. L'âme existe simplement. Lorsque vous vivez à partir de l'ego blessé, il semble toujours manquer quelque chose à conquérir, quelque chose à prouver, quelque chose à sécuriser pour enfin ressentir la paix. Mais lorsque vous vivez à partir de l'âme, quelque chose de curieux se produit. Vous cessez de courir après, non pas parce que vous avez abandonné la vie, mais parce que vous comprenez que vous n'avez plus besoin de supplier pour ce qui existe déjà en vous. Et c'est précisément à ce moment-là que quelque chose commence à changer. Lorsque l'énergie cesse de venir du manque et commence à émerger de la présence, la dynamique du monde autour de vous se transforme. Les gens le ressentent, les opportunités apparaissent plus naturellement. Les relations cessent d'être une quête désespérée de validation et deviennent des rencontres authentiques entre deux personnes entières. Mais pour comprendre cela encore plus clairement, il vaut la peine de connaître l'histoire de quelqu'un qui a vécu exactement ce processus. Une femme appelée Carla. Carla avait 34 ans et, pour ceux qui la regardèrent de l'extérieur, elle semblait être une personne extrêmement forte. Intelligente, indépendante, avec une vie organisée et pleine de projets. Mais quelques années auparavant, elle avait vécu une rupture qui l'avait profondément bouleversée. Ce n'était pas seulement la fin d'une relation, c'était le type de rupture qui pousse quelqu'un à remettre tout en question, sa propre valeur, sa capacité d'aimer, son identité même. Pendant des mois, Carla s'est consacrée intensément à son processus de guérison. Elle a lu des livres sur la connaissance de soi, a commencé une thérapie, a écrit dans des journaux, a pratiqué la méditation, a réorganisé sa routine et a lentement reconstruit son estime d'elle-même. Et d'une certaine manière, elle avait réellement évolué, mais quelque chose d'étrange se produisait. Chaque fois qu'elle rencontrait quelqu'un de nouveau, le début semblait prometteur. Conversations intéressantes, connexions émotionnelles, enthousiasme. Puis, sans explication claire, l'autre personne commençait à s'éloigner. Les messages devenaient plus rares, l'intérêt semblait se refroidir, et la relation se terminait avant même d'avoir réellement commencé. Au début, Carla pensait que ce n'était qu'une coïncidence. Puis elle a commencé à se dire qu'elle choisissait peut-être les mauvaises personnes. Mais un jour, lors d'une séance de thérapie particulièrement intense, sa thérapeute a fait une remarque qui a tout changé. Elle a regardé Carla droit dans les yeux et a dit calmement « Votre énergie n'attend pas l'amour, elle demande une confirmation ». Ces mots ont touché Carla d'une manière qu'aucun conseil précédent n'avait réussi à faire. Parce qu'à cet instant, elle a compris quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Malgré tout le travail de guérison qu'elle avait accompli, une partie d'elle attendait encore que quelqu'un vienne confirmer quelque chose d'essentiel, qu'elle était suffisante, qu'elle méritait d'être choisie, que l'amour qu'elle avait perdu dans le passé ne définissait pas qui elle était. Sans s'en rendre compte, chaque nouvelle connexion portait cette attente silencieuse. Elle ne faisait pas simplement la connaissance de quelqu'un, elle attendait d'être sauvée d'une vieille blessure, et cette énergie, même invisible, était perçue. C'est à ce moment-là que Carla a commencé à comprendre quelque chose de fondamental sur elle-même et sur la nature des relations humaines. Mais cette découverte n'était que le début d'une transformation bien plus profonde, car comprendre l'origine du manque n'est que la première étape. Le véritable défi commence lorsque vous devez apprendre à vivre d'une manière complètement différente de ce à quoi votre esprit est habitué. Et c'est précisément là que Carla a commencé à découvrir quelque chose que peu de personnes ont le courage d'affronter,
Avant de continuer, laissez-moi vous faire une petite demande, à vous qui suivez cette réflexion jusqu'ici. Si ces mots résonnent en vous, si à un moment de cette histoire vous vous êtes reconnu dans certaines de ces situations, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne, laissez un like et écrire un commentaire simple, mais puissant. Écrivez dans les commentaires la phrase « Je choisis de vivre à partir de ma plénitude ». Cela peut sembler être seulement une phrase, mais lorsque vous déclarez quelque chose comme cela, vous commencez à envoyer à vous-même un nouveau message intérieur. Et parfois, un petit changement dans la manière dont nous nous positionnons suffit déjà à transformer l'énergie que nous portons en nous. Revenons à l'histoire de Carla. Ce moment en thérapie n'a pas été seulement une conversation difficile, ce fut un véritable tournant. Jusqu'alors, Carla croyait qu'elle cherchait une relation de manière saine. Elle avait travaillé sur son estime d'elle-même, s'était consacrée à la connaissance de soi et croyait sincèrement être prête à aimer à nouveau. Mais à cet instant, lorsqu'elle a entendu que son énergie implorait encore une confirmation, quelque chose en elle a commencé à se réorganiser. Ce n'était pas une révélation confortable. Au contraire, c'était l'un de ces moments où la vérité arrive silencieusement, mais devient impossible à ignorer. Carla a compris que même si elle avait fait beaucoup de progrès extérieurement, intérieurement, il existait encore une attente cachée. Une attente que quelqu'un apparaisse et dise enfin par ses actes et ses choix qu'elle était suffisante. Cela expliquait quelque chose qui, auparavant, semblait mystérieux. Chaque fois qu'elle rencontrait quelqu'un de nouveau, elle ne vivait pas simplement le moment présent. Une partie d'elle analysait déjà les signes, attendait des garanties, observait chaque détail pour savoir si cette personne resterait vraiment. Et lorsque l'esprit commence à chercher des garanties, quelque chose change dans la manière dont nous nous relions au présent. Sans s'en rendre compte, Carla ne vivait pas les connexions qui apparaissaient dans sa vie. Elle essayait d'en prévoir l'avenir. Chaque conversation était analysée, chaque pause était interprétée, chaque silence semblait porter une signification cachée. Ce type de vigilance émotionnelle crée une tension invisible. Une tension qui, même sans mots, peut être ressentie par la personne en face. C'est alors que Carla a commencé à comprendre l'une des idées les plus profondes de Carl Jung. Souvent, nous ne sommes pas rejetés pour ce que nous faisons, mais pour l'énergie inconsciente que nous portons. Jung disait que le monde extérieur devient souvent un miroir de notre monde intérieur. Non pas parce qu'une force mystique contrôle tout, mais parce que nos émotions inconscientes façonnent nos attitudes, nos gestes, nos choix, et même la manière dont les autres se sentent en notre présence. Lorsqu'une personne porte en elle une peur profonde de l'abandon, cette peur se manifeste dans de petites choses, dans le besoin de réponses rapides, dans l'interprétation excessive des signes, dans la difficulté à tolérer l'incertitude. Et ces petites manifestations créent un champ émotionnel que les autres perçoivent, même s'ils ne savent pas expliquer pourquoi. Carla a alors commencé un nouveau type de travail intérieur, différent de tout ce qu'elle avait fait auparavant. Cette fois, elle n'a pas essayé de devenir une version meilleure d'elle-même. Elle n'a pas essayé de se convaincre qu'elle était guérie. Elle n'a pas essayé de répéter des affirmations positives pour masquer ses insécurités. Elle a commencé à observer. Chaque fois qu'elle rencontrait quelqu'un de nouveau, elle prêtait attention à elle-même. Elle observait ses impulsions. Elle observait l'anxiété qui surgissait lorsqu'un message mettait un peu plus de temps à arriver. Elle observait l'envie d'interpréter les signes avant le moment. Et chaque fois qu'elle remarquait ce mouvement intérieur, elle se posait une question simple. Suis-je en train de connaître cette personne ou suis-je en train d'attendre qu'elle confirme que je suis suffisante? Cette question a tout changé, parce que pour la première fois, Carla a commencé à séparer deux choses qui auparavant étaient complètement mélangées, l'amour et le besoin. Elle a compris que, bien souvent, ce que nous appelons amour est en réalité une tentative de combler quelque chose à l'intérieur de nous. Lorsque ce comblement n'a pas lieu, nous ressentons du rejet, nous ressentons de la frustration. Nous avons l'impression que quelque chose ne va pas chez l'autre ou chez nous. Mais lorsque nous apprenons à regarder en nous-mêmes avec honnêteté, nous découvrons que la véritable racine de cette douleur ne se trouve pas dans le comportement de l'autre. Elle se trouve dans l'attente silencieuse que nous portons. Carl Jung a écrit quelque chose qui résume parfaitement ce processus. On ne devient pas illuminé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant consciente l'obscurité. Autrement dit, la véritable transformation ne se produit pas lorsque nous essayons de paraître forts ou évoluer. Elle se produit lorsque nous avons le courage de regarder les parties les plus vulnérables de nous-mêmes. Carla a commencé à comprendre que sa plus grande blessure n'était pas la fin de sa relation précédente. La véritable blessure était la croyance qui était née en elle après cette rupture. La croyance qu'elle n'était peut-être pas suffisante,
Et tant que cette croyance restait cachée, elle continuerait d'influencer chaque nouvelle relation. Lorsque cette prise de conscience est finalement devenue claire, quelque chose de curieux a commencé à se produire. Carla a cessé d'essayer de conquérir l'amour, non pas parce qu'elle avait renoncé aux relations, mais parce qu'elle avait compris qu'elle n'avait plus rien à prouver. Elle a commencé à vivre les connexions d'une manière différente, plus présente, plus légère, sans cette urgence silencieuse de transformer chaque rencontre en une confirmation. Et lorsque quelqu'un mettait du temps à répondre, elle n'entrait plus dans un cycle d'anxiété. Elle continuait simplement à vivre sa propre vie. Ce changement semblait petit vu de l'extérieur, mais intérieurement il représentait une transformation immense, parce que son énergie ne disait plus « Choisis-moi pour que je puisse me sentir suffisante ». Son énergie disait désormais quelque chose de complètement différent. « Je me suis déjà choisi moi-même ». Et lorsqu'une personne atteint cet endroit intérieur, quelque chose change dans la manière dont le monde répond. Ce n'est pas de la magie, c'est de la cohérence émotionnelle. Les gens commencent à ressentir une présence différente, une tranquillité qui ne leur demande rien, une connexion qui ne porte aucun poids. Et ce changement ouvre l'espace pour quelque chose qui semblait auparavant impossible. Des relations qui naissent sans pression, des conversations qui coulent naturellement, un intérêt qui grandit sans effort. Non pas parce que Carla a appris une technique particulière, mais parce que sa vibration a cessé d'être une quête de confirmation. Elle a commencé à vivre à partir d'un lieu de plénitude. Mais l'histoire de Carla a aussi révélé quelque chose d'encore plus profond sur l'esprit humain. Car lorsque quelqu'un commence à sortir de l'énergie du manque, il doit inévitablement affronter un autre défi. Comprendre comment fonctionne le mécanisme intérieur qui crée ces émotions répétitives. Et c'est précisément à ce moment-là que Carla a commencé à plonger dans une compréhension encore plus profonde d'elle-même et de ce que Jung appelait le mécanisme du monde intérieur. Ce mécanisme est silencieux, mais puissant. Il explique pourquoi certaines personnes semblent répéter les mêmes schémas émotionnels tout au long de leur vie, peu importe combien de fois elles changent d'environnement, de travail ou de relation. Le sentiment de frustration semble toujours revenir avec une nouvelle histoire, mais avec la même douleur. Jung croyait que cela se produit parce que les expériences non résolues restent vivantes dans l'inconscient. Elles ne disparaissent pas avec le temps. Elles attendent simplement une nouvelle situation qui leur permettra de se manifester à nouveau. C'est pourquoi, parfois, vous rencontrez quelqu'un de nouveau, et sans comprendre exactement pourquoi, une ancienne anxiété se réveille. Ce n'est pas la personne qui provoque cela. C'est une mémoire émotionnelle qui vit encore en vous, et tant que ces mémoires restent inconscientes, elles continuent d'influencer nos choix. Elles influencent le type de personne qui nous attire. Elles influencent la manière dont nous réagissons au silence. Elles influencent même la façon dont nous interprétons de petites situations. Jung appelait ce processus la compulsion de répétition. C'est comme si l'inconscient essayait de recréer des scénarios semblables à des expériences passées, dans l'espoir de pouvoir enfin les résoudre. Mais tant que l'origine de la blessure n'est pas reconnue, le cycle continue. C'est à ce moment-là que Carla a compris quelque chose d'encore plus important. Elle a compris qu'elle ne devait pas seulement changer la manière dont elle se reliait aux autres, elle devait changer la manière dont elle se reliait à elle-même. Parce que la véritable transformation ne se produit pas lorsque nous apprenons à mieux gérer les autres. Elle se produit lorsque nous apprenons à écouter ce que notre propre énergie essaie de nous dire. Et c'est précisément à ce moment-là que Carla a commencé à découvrir un principe que peu de personnes comprennent réellement. Un principe qui sépare deux forces complètement différentes à l'intérieur de l'esprit humain, le contrôle et l'abandon. Et comprendre cette différence peut transformer complètement la manière dont vous vivez vos relations, vos attentes, et même la façon dont vous vous positionnez face à la vie. Mais pour vraiment comprendre cela, nous devons observer une situation qui est peut-être beaucoup plus fréquente dans votre vie que vous ne l'imaginez. Il existe un moment très particulier que presque tous les êtres humains ont déjà vécu, même s'ils ne se sont jamais arrêtés pour y réfléchir profondément. C'est cet instant où vous regardez votre téléphone et vous pensez « Tout va bien, je ne vais pas envoyer de message, je vais laisser les choses se faire naturellement ». Pendant quelques minutes, vous y croyez vraiment, vous respirez profondément, vous essayez de vous distraire, peut-être même vous dites-vous que vous êtes calme, mais soudain, sans vous en rendre compte, votre main revient vers le téléphone, vous déverrouillez l'écran, vous regardez à nouveau, aucun message, aucun signe, et une petite inquiétude commence à apparaître en vous. Ce n'est pas un désespoir évident, ce n'est pas quelque chose que vous diriez à voix haute, mais un mouvement intérieur commence.
L'esprit commence à imaginer des possibilités. Est-ce que j'ai dit quelque chose de travers? Est-ce que la personne a perdu l'intérêt? Est-ce que je devrais envoyer quelque chose? C'est précisément à cet instant qu'il se produit quelque chose de très important dans la psyché humaine. En surface, cela ressemble simplement à de la curiosité ou de l'intérêt, mais en réalité, nous sommes souvent face à quelque chose de plus profond, le contrôle déguisé en tranquillité. Le contrôle est une réponse silencieuse de l'ego lorsqu'il se sent menacé par l'incertitude. L'ego n'aime pas ne pas savoir, il veut de la prévisibilité, des garanties, de la sécurité. Lorsque quelque chose échappe à cette logique, lorsqu'une réponse tarde, lorsqu'un comportement de l'autre ne correspond pas à ce qui était attendu, l'ego tente de retrouver son équilibre à travers l'analyse, l'interprétation et la tentative d'anticiper ce qui va se passer. Carl Jung comprenait ce mécanisme avec une grande clarté. Pour lui, l'ego essaie souvent de contrôler ce que l'âme n'a pas encore appris à faire confiance. Lorsqu'il existe une blessure intérieure non résolue, l'ego crée des stratégies pour éviter que cette douleur ne soit réactivée. Parfois, ces stratégies semblent rationnelles, matures ou même prudentes, mais au fond, elles naissent de la peur. Imaginez le début d'une relation. Tout paraît léger au départ. Des conversations intéressantes, une curiosité mutuelle, cet enthousiasme naturel de découvrir quelqu'un de nouveau. Mais il suffit qu'un petit silence apparaisse pour que quelque chose en vous commence à réagir. Si cette réaction naît d'une curiosité paisible, il n'y a aucun problème. Mais lorsqu'elle naît de la peur de perdre, quelque chose change dans la qualité de l'énergie. Soudain, vous commencez à observer chaque détail avec une intensité plus grande que ce que le moment exige réellement. Chaque pause devient un signe, chaque message devient un objet d'analyse. Et c'est à ce moment-là que le contrôle commence à occuper l'espace qui devrait appartenir à la présence. Ce qui est curieux, c'est que beaucoup de personnes pensent simplement essayer de prendre soin de la relation ou de mieux comprendre la situation. Mais Jung mettait en garde contre quelque chose d'essentiel. Lorsqu'une situation intérieure reste inconsciente, elle se manifeste extérieurement comme un destin. Autrement dit, ce que vous ne reconnaissez pas en vous continue d'influencer votre vie de manière silencieuse. S'il existe en vous une peur profonde de l'abandon, vous pouvez finir par créer des comportements qui renforcent exactement cette peur. Non pas parce que vous le souhaitez, mais parce que l'ego essaie d'éviter la douleur en contrôlant l'environnement. Et plus vous essayez d'exercer du contrôle, plus la tension émotionnelle se crée dans la relation. C'est exactement ce processus qu'une autre femme a fini par reconnaître dans sa propre histoire. Son nom était Lina. Lina a commencé une relation qui, au départ, semblait extrêmement prometteuse. La connexion entre elle et son partenaire était naturelle, légère, pleine d'intérêt sincère. Mais au fil des semaines, de petites insécurités ont commencé à apparaître en elle. Ce n'étaient pas des pensées claires, mais des sensations subtiles. Lorsque son partenaire mettait un peu plus de temps à répondre, Lina ressentait une inquiétude grandissante. Elle ne l'exprimait pas directement. Elle ne faisait pas de reproches, ne créait pas de conflits. Extérieurement, elle continuait de paraître calme. Mais intérieurement, son esprit commençait à analyser chaque détail de leur communication. Elle relisait d'anciens messages, essayait d'identifier des changements de ton, cherchait des indices sur ce qui pouvait être en train de se passer. Cette analyse constante créait un état intérieur d'alerte. Et même si Lina ne disait rien, l'énergie de cette vigilance émotionnelle a commencé à apparaître dans la relation. Son partenaire ne savait pas expliquer exactement ce qui se passait. Il ressentait simplement que quelque chose était différent, qu'il y avait une sorte de poids dans l'air, une attente silencieuse qui n'était pas là au début. C'est alors que Lina a commencé à comprendre quelque chose d'essentiel. Elle a compris qu'elle n'essayait pas de comprendre l'autre. Elle essayait de contrôler l'incertitude. Et lorsqu'une personne essaie de contrôler l'incertitude, elle cesse de vivre le présent. Jung disait que la véritable maturité psychologique ne naît pas de la tentative de contrôler la vie, mais de la capacité à vivre avec l'inconnu sans perdre son propre centre. Cette capacité exige quelque chose qui, pour beaucoup, paraît contre-intuitif, l'abandon. Mais l'abandon que Jung décrivait n'a rien à voir avec la passivité ou la résignation. S'abandonner ne signifie pas croiser les bras et attendre que la vie résolve tout. S'abandonner signifie arrêter de mener une guerre intérieure contre ce que vous ne pouvez pas contrôler. C'est le moment où vous cessez d'essayer de manipuler le flux naturel des relations et commencez à faire confiance à ce qui vous appartient réellement dans la vie. Lina a commencé à expérimenter ce changement peu à peu. Au lieu de répondre immédiatement à chaque impulsion d'analyse,
Elle a commencé à observer ses émotions. Lorsque l'envie de vérifier son téléphone apparaissait, elle respirait et reconnaissait simplement le sentiment. Elle ne cherchait pas à le réprimer, mais ne laissait pas non plus ce sentiment contrôler ses actions. Cette petite pratique a commencé à créer quelque chose de nouveau en elle, de l'espace. Un espace entre le stimulus et la réaction. Un espace entre l'anxiété et l'action. Et dans cet espace, quelque chose de très intéressant a commencé à se produire. Lina a remarqué que la plupart de ses inquiétudes disparaissaient simplement lorsqu'elle cessait d'alimenter le cycle du contrôle. Les conversations ont recommencé à couler naturellement. La relation a retrouvé la légèreté qui existait au début, mais le changement le plus important ne se trouvait pas dans le comportement de son partenaire. Il se trouvait en elle. Lina a compris qu'elle n'avait plus besoin de garantir l'avenir de la relation pour se sentir en sécurité. Elle pouvait simplement vivre le présent. Cet état intérieur est ce que Jung décrivait comme le retour au centre de l'être. Un lieu psychologique où vous n'avez pas besoin de tout contrôler pour ressentir la paix. Lorsqu'une personne vit à partir de ce centre, son énergie change complètement. Il n'existe plus cette vibration silencieuse de peur ou d'attente constante. Il existe simplement la présence. Et la présence possède une qualité très différente du contrôle. La présence n'exige pas, ne supplie pas, ne tente pas de convaincre. Elle existe simplement. Jung croyait que le véritable développement humain se produit lorsqu'une personne commence à intégrer toutes les parties d'elle-même, y compris celles qui étaient auparavant niées ou craintes. Ce processus, qu'il appelait individuation, ne consiste pas à devenir parfait ou impeccable. Il consiste à devenir entier. Lorsqu'une personne devient entière, elle n'a plus besoin de chercher désespérément la validation dans le monde extérieur. Les relations cessent d'être une tentative de combler un vide et deviennent un espace de rencontre entre deux personnes complètes. À ce moment-là, quelque chose de curieux se produit. La vie commence à couler avec moins d'efforts, non pas parce que tous les problèmes disparaissent, mais parce que l'énergie n'est plus prisonnière du manque. Lorsque vous n'avez plus besoin de courir après la confirmation, votre présence devient naturellement magnétique. Les gens ressentent cette stabilité émotionnelle. Ils sentent qu'ils sont face à quelqu'un qui n'a rien à prouver. Et cette tranquillité crée un type de connexion beaucoup plus profond. C'est dans cet état que la véritable présence apparaît. La présence ne signifie pas seulement être physiquement quelque part. La présence, c'est lorsque votre esprit, vos émotions et votre corps sont alignés dans le même instant, ni prisonniers du passé, ni courant désespérément vers l'avenir. Simplement ici. Carl Jung a écrit un jour que la liberté humaine ne s'étend que jusqu'aux limites de notre conscience. Cela signifie que plus nous devenons conscients de nos propres processus intérieurs, plus nous devenons libres de choisir la manière dont nous voulons vivre. La présence naît précisément de cette conscience. Lorsque vous commencez à observer vos émotions sans être dominé par elles, quelque chose en vous se réorganise. L'anxiété perd de sa force. La peur cesse de gouverner vos décisions. Et la vie cesse de sembler être une succession de situations qui doivent être contrôlées. À la place, vous commencez à expérimenter quelque chose de beaucoup plus rare, la sensation d'être véritablement vivant dans le moment présent. Cette présence a un effet profond sur tout ce qui vous entoure. Les relations deviennent plus authentiques, les conversations gagnent en profondeur, et même les silences cessent d'être menaçants. Parce que lorsque vous êtes présent avec vous-même, vous n'avez plus besoin que le monde extérieur confirme qui vous êtes. Vous le savez simplement. Et lorsque cette certitude intérieure apparaît, la quête incessante commence à disparaître. Non pas parce que vous avez renoncé à aimer, à vous connecter ou à vivre de nouvelles expériences, mais parce que vous avez enfin compris quelque chose d'essentiel. Ce que vous cherchiez à l'extérieur a toujours commencé à l'intérieur.